et bienvenue dans votre émission Dans mon jardin avec Larry Hudson. Larry, dis-moi, avoir tout ce qui butine autour de nous fait partie de ton sujet d'émission cette semaine. C'est certain. Notre sujet, c'est vraiment comment faire un jardin pour les pollinisateurs. Donc, on va regarder les abeilles, les cirfes, les bourdons, les papillons, les colibris, tout ce qui pollinise et comment les attirer chez soi. Merveilleux. Et de mon côté, pour ceux qui voudraient installer un spa pour faire partie de leur décor, j'ai fait un petit tour chez Club Spa. Bonne émission! Aujourd'hui, on va parler de comment faire un jardin pour les pollinisateurs. Ces animaux qui vont de fleur en fleur, qui assurent la pollinisation et donc la fructification de nos plantes. De nos jours, on a des problèmes avec ça. On dit que les pollinisateurs sont en baisse un peu partout à travers le monde. Et pourtant, 80 de nos plantes ont besoin de pollinisateurs pour assurer la production de graines. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire? Heureusement qu'au niveau des jardiniers ordinaires, on peut faire des choses. Ce n'est pas un cas désespéré. N'importe qui, même si vous avez un balcon, vous pouvez faire des choses pour augmenter la facilité de vie des pollinisateurs. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Et juste pour vous donner une idée, si vous voulez avoir un jardin pour pollinisateurs, ça peut être en pot, en pleine terre. On peut avoir un jardin dédié spécifiquement aux pollinisateurs et pas d'autre chose. Mais vous pouvez tout simplement, sur votre terrain, rajouter des plantes et des produits qui vont aider à leur vie et faire une grosse différence. Donc, on va juste commencer par expliquer un petit peu c'est quoi cette pollinisation-là qui est si importante. C'est que dans la nature, encore 80 des plantes sont pollinisées par des insectes ou des animaux. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est qu'on va ouvrir une fleur pour vous montrer. C'est une pétunia, mais on va enlever les pétales qu'on voit mieux. À l'intérieur, il y a ici le stigmate, c'est la partie femelle, juste ici. Et ici, c'est la partie mâle, les étamines. Quelque chose doit rentrer dans la fleur, prendre le pollen, aller sur une autre plante de la même famille et apporter le pollen au bout de la stigmate. Là, les graines vont se former et après ça, on va pouvoir produire d'autres plantes. Donc ça, c'est la technique de base. Ça a évolué il y a environ 100 millions d'années. Au début, les plantes étaient pollinisées par le vent. On voit ça encore aujourd'hui. Les pins, les érables, les bouleaux, c'est pollinisé par le vent. Et vous allez voir, dans certaines périodes, des fois, des pins qui sont couverts de pollen jaune. Ça, c'est le vent qui transporte le pollen d'une plante à l'autre. Mais ça prend énormément d'énergie et énormément de pollen. Et qui sait où va attirer ce pollen-là? Donc, les plantes libèrent des millions et des millions de pollen dans l'air et seulement une partie arrive sur la bonne plante. Beaucoup de gaspillage. À un moment donné, les plantes ont commencé à s'habituer à un autre phénomène. Quand les plantes produisent du pollen, il y a toujours eu des insectes qui sont venus en manger. Au départ, ce n'est pas la logique d'aider les insectes. Mais encore, il y a 100 millions d'années à peu près, certaines plantes ont commencé à réagir parce que les insectes mangent du pollen, c'est pas bon. Mais elles vont sur une autre plante avec le pollen sur le dos et pollinisent. Donc, il y a un avantage, désavantage. Les plantes ont commencé à profiter de ça et tourner ça à leur avantage. Elles ont commencé, par exemple, à faire des fleurs beaucoup plus voyantes, de façon à attirer les insectes, de dire « venez ici, il y a de quoi manger ». En plus de pollen, qui leur fait bien plaisir, on commence à produire du nectar aussi, un liquide sucré. Donc, on double l'intérêt pour l'insecte. L'insecte va venir, va chercher du nectar et du pollen. C'est des cadeaux que la plante donne. Mais en retour, la plante va avoir un service. Là, l'insecte arrive, trouve le pollen, trouve du nectar, il est content. Et là, il est fini de manger, il en cherche d'autres, il va aller sur une autre plante, encore en espèce de la même espèce, et là, le pollen va coller sur son corps. Donc, il y a une coévolution qui s'est faite. Les insectes sont devenus plus capables de porter le pollen, ce qui encourage les plantes à les nourrir. Et depuis donc 100 millions d'années, c'est ce qui arrive. Les plantes deviennent de plus en plus perfectionnées à nourrir les insectes, mais aussi à recevoir leur part de pollen. Donc voilà, fleurs, fleurs, fleurs. C'est très important. Qu'est-ce qu'on trouve sur nos terrains? Asphalte, toit, terrasse. C'est le désert total pour les pauvres insectes pollinisateurs.
Donc, c'est pas intéressant, on a déjà nuit. C'est pas juste ça. Notre menu pour le gazon parfait, que des graminées à la grandeur. Il n'y a absolument rien là pour les pollinisateurs. C'est pas utile du tout. Si par contre, vous n'êtes pas trop à cheval et qu'il faut laisser pousser quelques mauvaises herbes, appelez ça mauvaises herbes si vous voulez, ou appelez ça des belles fleurs dans le gazon, mais quand vous laissez fleurir votre gazon, là, vous encouragez les pollinisateurs. Donc, des fois, c'est aussi facile que de changer d'attitude. Trop de gazon vert, rien d'autre, c'est pas bon. Comme si c'est comme chez moi et c'est plein de fleurs, votre gazon vaut quelque chose pour les insectes. Donc, vraiment, on peut aider à les attirer. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est certainement augmenter le nombre de fleurs sur le terrain. Dans la plate-bande, en protégé, n'importe où. Rajouter des plantes à fleurs, ça attire les pollinisateurs, ça va attirer les pollinisateurs de toutes les sortes. Et ça, dans un instant, on va les découvrir ensemble. Mais commencez par rajouter des fleurs. Plus que vous en avez, et tout au long de la saison, plus vous allez aider les pollinisateurs à faire le travail. Et tout ce que vous allez avoir, plus vous allez avoir aussi des insectes qui voyagent de plante en plante, ce qui rend votre jardin beaucoup plus intéressant. À tantôt! Je me trouve au Club Spa à Québec en compagnie de Maxime Renaud. Bonjour Maxime. Bonjour Annie. Dis-moi, écoute, c'est extraordinaire. Je suis dans le magasin où se trouve un spa 4 saisons, un spa de natation. C'est une alternative un peu à une piscine quand on cherche quelque chose où on veut faire à la fois combiner le sport, mais en même temps la détente. Dis-moi, parle-moi un peu de ce magnifique produit. On appelle ça ici des piscines toute saison. Donc, c'est un spa qui permet de faire le compromis entre la natation et le massage. On trouve un peu tout dans un seul bassin. Et comme c'est spécifique à Arctic Spa, en fait, c'est un produit où, comme tu le disais, on peut combiner le plaisir, la détente, mais aussi l'activité sportive. Avec, entre autres, parle-moi de ça parce que c'est vraiment fantastique, un système de poulies, des rames combinées à des jets, des activités autant pour les adultes que pour les enfants. Il faut que tu me décrives tout ça. Bien, en fait, c'est un centre d'entraînement, mais en même temps un centre de détente. Donc, il y a la nage avec le système de jet, il y a la nage avec un système de perche, il y a le rameur et il y a tous les élastiques possibles afin de faire des jambes, des bras. On cherche un centre d'entraînement sans aller nécessairement au gym. Oui. On cherche de quoi pour faire apprendre aux enfants à nager tout en nous se détendant de l'autre côté. Donc, on trouve un compromis pour tout le monde. J'imagine que comme les enfants et les adultes peuvent l'utiliser, la puissance des jets et tout ça doit être variable ou ajustable. Le massage est ajustable, la capacité de nage, parce qu'on a des nageurs qui sont des experts, on a des nageurs qui sont intermédiaires, donc on va correspondre à tous les niveaux de nage. En plusieurs bassins, ça se décline en 8 compositions différentes, donc le client a vraiment le choix de l'intérieur de sa cuve et du nombre de jets à l'intérieur. Ce qui veut dire aussi que les gens, par exemple, qui sont en réhabilitation au niveau sportif ou suite à des blessures, des choses comme ça, peuvent utiliser ce spa-là. Exactement. Donc, l'eau va avoir la sensation d'alléger notre corps. La tension sur les articulations va être moindre, ce qui facilite les mouvements et ce qui aide à la réhabilitation dans de l'eau. Vous avez différents modèles parce que ça, c'en est un, mais il y en a d'autres. Exact. Vous en voyez seulement qu'un ici sur le plancher, mais ça s'offre en vraiment plusieurs modèles. Et ce sont des modèles qui sont avec un entretien minimum. Et de plus, bien, c'est ce qui coûte le moins cher d'électricité comparativement à une piscine qu'on chaufferait. Maxime, c'est une superficie qui est quand même assez importante au niveau du remplissage d'eau. La facture peut peut-être faire peur. Dis-moi, il y a un système qui est unique à Arctic Spa au niveau de la récupération de chaleur. Exact. Donc, le principe unique et bien pensé permet une économie de 40 à 60 comparativement aux autres spas qui ont le même volume sur le marché. Parce que ça fonctionne de quelle façon? Eh bien, les murs sont isolés, le plancher est isolé, donc ça nous permet de garder cette chaleur-là à l'intérieur, mais également de pouvoir le rafraîchir pour la période d'été. Ce qui veut dire que quand, par exemple, on l'a utilisé pour se détendre puis vraiment relaxer, donc on l'a plus chauffé, on peut après ça l'utiliser de façon à ce qu'il soit rafraîchi d'une façon automatisée. Exact. Donc, le principe unique à Arctic Spa permet l'échange de chaleur qu'on récupère l'hiver pour la ventiler et l'expédier vers l'extérieur l'été et baisser la température comme une piscine.
pour pouvoir en profiter dans les soirées chaudes d'été. Exactement, et bien se rafraîchir. Un autre système qui est unique aussi à Arctic Spa, c'est le système Spa Boy. Exact. Donc, le système Spa Boy est un système vraiment unique et qui facilite l'entretien pour le client. On veut avoir le moins de choses à faire possible. Donc, plus de tests d'eau, plus d'ajout de produits manuels. Tout se contrôle par le téléphone cellulaire. Et ce produit-là unique permet vraiment de sauver beaucoup de temps et d'argent. Donc, Spa Boy veut dire un peu comme une personne qui serait là à faire l'entretien à notre place quand on quitte, par exemple, dans des longues périodes, les vacances, ces choses-là. Exactement. Donc, vous pouvez partir la tête tranquille et vous dire que quand vous allez revenir, votre spa va être prêt à l'utilisation avec un eau impeccable. On l'a dit au début, Maxime, quand on hésite entre l'achat d'une piscine ou l'achat d'un spa, on peut dire que l'installation se fait vraiment facilement. Ça peut même se faire à l'intérieur d'une même journée. Effectivement, donc pas d'excavation à prévoir, pas trop d'aménagement sur le terrain. On dépose le spa en place, puis par la suite, on le remplit et hop, c'est prêt pour l'utilisation. Puis c'est facile après ça de créer un aménagement aussi autour de cette grosse installation, finalement. Exactement. Donc, à partir de là, le terrain est libre d'accès et les clients vont pouvoir l'aménager à leur façon pour prévoir un peu l'entrée à l'intérieur et l'utilisation. Merci beaucoup, Maxime. Plaisir. Parlons maintenant des différents pollinisateurs, ces animaux qu'on va attirer dans nos jardins. D'abord, il y a bien sûr les abeilles. Tout le monde connaît ça, les abeilles, font du miel, ça on le sait. Sauf que ce n'est pas toutes les abeilles qui font du miel. L'abeille à miel, c'est un insecte importé d'Europe, qu'on élève ici pour la production du miel, qui visite nos jardins facilement, qui fait un excellent travail de pollinisation, parfait, mais ce n'est pas indigène. Si jamais on dit, des fois on en parle des abeilles à miel, on a des difficultés, on parle de disparition des colonies, ça n'affecte pas vraiment nos jardins en Amérique du Nord comme ça peut affecter en Europe ou en Asie où l'insecte est indigène. Nous avons d'autres insectes pollinisateurs, mais ça c'est le premier. L'avantage de cette abeille-là, ça va sur quasiment toutes les fleurs. Peu importe ce que vous avez, si vous en avez assez pour le tirer dans le coin, vos fleurs vont être visitées, c'est vraiment intéressant. Il y a maintenant aussi le bourdon. Le bourdon est une abeille beaucoup plus grosse. Poilu, c'est le poilu. Il est quand même jaune et noir d'habitude, comme une abeille à miel, mais beaucoup plus gros. Beaucoup de gens confondent, disent « Ah, ça c'est le mâle et l'abeille à miel, c'est la femelle ». Mais non, c'est comparer un cheval et une girafe. Il n'y a aucune ressemblance entre les deux. C'est la même famille, mais vaguement seulement. Le bourdon est intéressant parce qu'il visite beaucoup de fleurs aussi, presque n'importe quoi, mais certaines plantes dépendent entièrement des bourdons et ne peuvent pas être pollinisées par d'autres choses. C'est des fleurs qui sont fermées. Je vous donne un exemple ici. Ça, on a une plante qu'on cultive souvent, on appelle ça gueule de loup mufflier. Là, vous avez des fleurs qui sont belles, on les aime, mais on ne voit pas d'étamines, on ne voit pas rien qui ressort. Tout est à l'intérieur. Pour pouvoir polliniser cette plante-là, il faut que quelque chose atterrisse ici et soit assez pesant pour ouvrir la fleur. Si c'est une abeille à miel, ça n'arrivera pas. Mais le bourdon étant plus pesant, lui ouvre, il rentre et des fois, souvent, la fleur se referme sur lui, il disparaît. On dirait qu'il était avalé et tout d'un coup, quelques minutes plus tard, il ressort. Donc, ces plantes-là fermées, ça prend des bourdons. Il y en a beaucoup de bourdons, il faut toujours les encourager. Il y a une autre catégorie d'abeilles aussi. On voit des abeilles sauvages, il y en a plein, des petites abeilles qui ne paraissent pas toujours comme des abeilles. Des fois, c'est pas jaune et noir, des fois, c'est d'autres couleurs, c'est petit. Et ça aussi, ça visite beaucoup de fleurs. L'avantage des abeilles indigènes, c'est que ça tolère plus le froid souvent que les abeilles à miel qui viennent d'Europe. Souvent, donc, actifs plus tôt le matin, actifs aussi en début de saison, quand les abeilles à miel sont en dormance encore. Donc, très intéressant de les encourager, ces abeilles-là. Et ça va sur toutes les fleurs, encore une fois. Autre catégorie, les mouches. Il y a beaucoup de mouches qui pollinisent, et surtout des cirfes. Cirfe, vous n'avez peut-être jamais entendu le mot, vous en avez sûrement vu. C'est un insecte souvent qui est strié comme une mouche, noir et jaune, pas toujours,
qui va de fleur en fleur comme une mouche, qui pollinise. Excellent, c'est un excellent pollinisateur. Mais c'est une mouche, comment vous distinguez entre les deux? Moi, je regarde les yeux. Les abeilles, les yeux sont séparés avec une mouche, deux gros yeux collés ensemble comme ça. Ça, c'est une mouche, comme vous voyez ça. Et les cerfs, c'est un excellent pollinisateur, aussi bon que les abeilles à ce niveau-là. Et aussi, les larves de certains cerfs mangent les mauvais insectes. Donc, hey, wow! Ils vont manger des pucerons à un stade de sa vie, polliniser les fleurs à un autre stade de sa vie. C'est parfait. Il y a aussi les papillons. Les papillons, on les aime, on les trouve jolis, on veut en avoir. Et les papillons sont un peu plus difficiles que les cerfs et les abeilles. Pas n'importe quelle fleur. Les papillons n'aimeront pas des fleurs comme ça. C'est trop difficile à ouvrir. Ils vont plus aller sur des plantes où il y a plusieurs fleurs groupées ensemble. Les papillons, en fait, ce sont des jardiniers paresseux. Hein? Ça ne veut pas bouger trop. Cherche des plantes où elles peuvent se reposer. Donc, si on prend un exemple typique, et tout le monde connaît la marguerite, regardez qu'est-ce qui se passe. La marguerite, vous avez au centre, hein, pas une fleur, mais des fleurs, des centaines. Et quand le papillon arrive, il va atterrir sur les rayons, on appelle des fois pétales, mais vous savez à quoi ça sert? C'est une plateforme d'atterrissage. C'est fait pour que le papillon puisse se reposer. Donc la fleur veut être pollinisée par les papillons. Le papillon arrive à une longue trompe qui descend, qui va de fleur en fleur. Donc, il peut boire sans être obligé de bouger. Et quand elle est finie, là, il lève, il part pour une autre fleur et du pollen est resté sur la trompe. Donc, ça, c'est déjà intéressant pour ça. D'autres fleurs regroupées comme ici, en ombelle, c'est fleurs regroupées, encore des plantes à papillons et encore des plantes aux épis, comme ça. Ça, c'est toutes des plantes à papillons. Les abeilles vont visiter aussi. Mais si vous voulez des papillons, il faut des fleurs regroupées par votre succès. Et le dernier pollinisateur dont on ne peut pas parler, c'est vraiment le colibri. Le colibri, lui, cherche des fleurs avec du nectar. Il n'est pas trop intéressé par le pollen et cherche des fleurs avec beaucoup de nectar. En général, ce sont des fleurs avec une fleur en forme de trompette ou avec au moins une extension qui garde le nectar. Regardez ici, une oncolie typique. Est-ce que vous avez déjà remarqué que derrière l'oncolie, il y a ces longs éperons ici, c'est plein de nectar. Le bec de colibri rentre, va chercher le nectar, il va faire un autre, puis un autre, puis un autre, et pendant qu'il rentre le bec là-bas, il se couvre de pollen sur le menton et sur la tête. Donc, il va à une autre fleur et il va polliniser. Donc, ça, c'est nos pollinisateurs principaux pour le Québec. Maintenant, on va regarder voir comment on peut faire pour le rendre la vie plus facile. À tantôt. Cette partie de l'émission vous a été présentée par Mike, terreau et supplément de croissance naturel et efficace. Bon, comment attirer les pollinisateurs au jardin? Des fleurs, puis encore des fleurs. Ça, c'est facile. Il y a juste une catégorie de fleurs qu'on va éviter. Les fleurs très doubles. On les trouve magnifiques, ces fleurs-là, avec tous les pétales qui sont remplis ce centre, mais il n'y a plus d'organes sexuels disponibles aux insectes. Il n'y a pas de pollen à aller chercher, pas de nectar à aller chercher. C'est beau, mais c'est stérile. Ça, on va laisser faire. Pour les autres, n'importe quelle plante de fleurs va faire. On peut aussi essayer de trouver un habitat pour les abeilles. On va, par exemple, faites moins de ménage chez vous, vous allez voir plus d'insectes pollinisateurs. C'est difficile à croire, mais pendant l'hiver, beaucoup des insectes, côté des abeilles, beaucoup de papillons ici, hivernent où? Dans les feuilles mortes au sol. Quand vous ramassez les feuilles à l'automne, vous nuisez aux insectes. Donc, c'est pas intéressant de faire du ménage. C'est pas bon pour les plantes non plus, en passant. Le meilleur engrais pour toute plante, c'est son propre feuillage décomposé. Fait que moins vous faites le ménage, plus que les insectes sont heureux. Aussi, si vous pouvez laisser, être assez généreux pour laisser un petit coin sauvage, ou vous laissez pousser des plantes que vous n'aimez pas, verges d'or, des chardons, des choses comme ça. Écoutez, des plantes indigènes, c'est très important pour les larves des insectes. Donc, un petit coin sauvage, peut-être pas en vue, mais ça fait énormément de bien. D'autres trucs qu'on peut faire pour les encourager, c'est par exemple d'installer ce qu'on appelle un hôtel à abeilles. Wow, hein? Les petites abeilles, des abeilles solitaires,
qui peuvent nicher là-dedans. Là, vous ne verrez pas des abeilles entrer et sortir à cas de jour. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais chacun de ces trous-là peut être habillé par une abeille différente qui va rentrer, va pondre un œuf, va porter une proie pour nourrir et ça va encourager la prochaine génération. Donc, si vous placez quelque chose comme ça dans un endroit mi-ombragé, pas au plein soleil, pensez aux pauvres abeilles, ça va cuire là-dedans. Mais à la mi-ombre, là, vous avez ça, on peut en acheter et vous pouvez en fabriquer. Regardez, c'est juste des tiges de graminées attachées ensemble. On peut fabriquer son propre hôtel à abeilles, si vous voulez. Autre chose, les insectes, tous les animaux d'ailleurs ont besoin d'eau. Il faut les abreuver. Sur nos terrains, il n'y a pas souvent de l'eau ou l'eau n'est pas présentée de façon intéressante. Il faut qu'on prenne une abeille qui essaie d'atterrir dans votre piscine, c'est une abeille qui va se noyer. Mais on peut par contre utiliser une assiette, ou même un banc d'oiseaux acheté, une assiette, mais mettez des pierres dans le fond pour que l'insecte puisse atterrir, aller à son rythme dans l'eau. Si vous mettez que de l'eau dans le fond, il risque de tomber et finir dans l'eau et se noyer, et ça, on ne veut pas. Petit truc supplémentaire, tous les 3-4 jours, videz l'eau, changez l'eau pour pas qu'il y ait de moustiques qui s'installent. Ça, on ne veut pas. Pour les colibris, il y a des abreuvoirs colibris. Ces attirent dans le jardin, on les pose dès le printemps si possible. Vous mettez du nectar qu'on peut acheter déjà prêt ou on peut fabriquer du nectar facilement. Vous n'avez que prendre 4 parties d'eau, faire bouillir, ajouter une partie de sucre blanc, enlever ça de la chaleur, brasser, vous avez du nectar. Ça aussi, changez ça 2 fois par semaine. Pas besoin de mettre un colorant rouge. Mais on en vend souvent avec ça dans les magasins, mais pas nécessaire. Et là, vous allez voir les colibris qui vont venir. Pour ça, ils vont polliniser vos autres fleurs aussi. Il y a aussi des abreuvoirs à papillons. Il y en envoie ici. On met le même genre de nectar dans le fond, avec une mèche qui va ressortir, où les papillons peuvent venir boire. Et ici, c'est fait pour mettre un morceau de banane ou un autre fruit. C'est très bien ça, mais vous savez, avec une assiette, quelques tranches de fruits, vous avez le même résultat. Donc, sauvez de l'argent et vous nourrissez quand même vos papillons avec ça. Maintenant, on parle de nourrir les adultes. Les larves maintenant, c'est là où c'est moins bon pour les papillons notamment, parce que les papillons ont des larves qui mangent nos plantes. Si vous voulez avoir des papillons, il va avoir des plantes mangées. Ça va ensemble. Et c'est juste encore d'appliquer la règle de 15 pas. Recul de 15 pas, si vous ne voyez pas de dégâts, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et le corps le plus typique, bien sûr, c'est la sclépiade, qui est l'unique nourriture des larves, des chenilles de monarques. Donc, plantez-en des asclépiades pour les larves, mais n'oubliez pas que les adultes ont besoin de fleurs aussi. Donc, avec ça, on a fait un peu le tournée. Et la dernière chose à dire, c'est que pour faire très attention avec les insecticides, vous avez créé un jardin pour les insectes, pollinisateurs, les animaux pollinisateurs, il ne faut pas les empoisonner. Donc, allez-y doucement avec vos applications. Par exemple, on peut faire un jet d'eau. Un jet d'eau fait tomber des insectes, ça ne dérange pas les pollinisateurs. Autre possibilité, une chenille ou deux, mettez des gants, ramassez. Ça ne nuit pas non plus aux insectes intéressants qu'on va conserver. Et s'il faut appliquer un insecticide, prenez un insecticide assez doux, comme le savon insecticide, et vaporisez-le tôt le matin. Si vous l'appliquez tôt le matin, ça va avoir le temps de sécher avant qu'arrivent les insectes pollinisateurs. Et là, vous pouvez contrôler les mauvais insectes tout en gardant les bons. Avec ça, je pense que je vous ai montré comment faire un beau jardin de pollinisateurs. Faites-le chez vous, même sur le balcon, et tout le monde va être heureux avec ça. Wow, Larry, c'est incroyable comment ça bourdonne. Oui, et vous pouvez faire la même chose chez vous. Maintenant, vous savez comment le faire. Alors, pour ceux qui voudraient revoir notre émission, tout simplement visitez notre site Internet à télémag.tv. Bonne semaine. Et bon jardinage!